Donc, je suis le professeur Alimatou Diop Ndiaye. Je suis maître de conférence agrégé en bactériologie, virologie et je suis responsable de l'unité de biologie moléculaire qui s'occupe de tout ce qui est diagnostic moléculaire des infections virales, essentiellement VIH, hépatite B, mais également d'infections bactériennes. Donc, je suis ici au niveau du laboratoire de bactériologie à l'hôpital Le Dantec, où j'exerce depuis bientôt 20 ans. Voilà, donc depuis 1999, je suis dans cet hôpital. Alors, c'est une maladie infectieuse qui est due à un virus à ARN, un virus qui est enveloppé, parce qu'en fait, tous les virus ne sont pas enveloppés. Et c'est parce que le coronavirus est enveloppé qu'aujourd'hui, on peut utiliser certains moyens de prévention, tels que l'utilisation du lavage des mains avec le savon ou encore l'utilisation du gel hydroalcoolique. Donc, c'est une infection qui a commencé, les premiers cas ont été signalés au mois de décembre, un peu plus au mois de janvier de cette année, dans la ville de Wuhan, en République de Chine. Et c'est une infection pour laquelle il est presque certain que la souche de coronavirus qui est aujourd'hui responsable de cette épidémie proviendrait d'animaux. Donc il y aurait eu ce qu'on appelle un franchissement de la barrière d'espèces. Alors l'animal porteur source reste encore véritablement à déterminer. Est-ce qu'il s'agirait de chauves-souris ou est-ce qu'il s'agirait d'autres animaux? C'est encore en cours de recherche. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une souche qui est jusque-là nouvelle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette ampleur que ça a pris, parce que nous ne la connaissions pas. Ça veut dire que nous n'avions pas de système de défense immunitaire qui puisse véritablement contrecarrer ce virus. Les infections virales, d'une façon générale, c'est la difficulté, c'est comme la grippe. Vous pouvez faire une grippe aujourd'hui, vous en ferez une autre dans un an, parce que les virus changent, les virus mutent. Et ce sont ces mutations qui font qu'elles deviennent nouvelles pour notre système immunitaire qui ne sait pas encore lutter contre ces virus. Je disais que c'est un virus à ARN qui appartient à la famille des coronaviridae, au genre coronavirus. Et donc, un virus qui est responsable d'une infection respiratoire. Alors, lorsqu'on parle d'infection, il faut penser au mode de transmission. La transmission, comme on l'a vu, elle est interhumaine. Elle peut se faire directement parce qu'on est en contact assez proche avec quelqu'un qui est infecté et qui, au cours d'un effort de toux ou d'éternuement, va libérer dans l'air des particules virales. Ces particules virales vont se retrouver dans ce qu'on appelle les gouttelettes de Flutch. Ces gouttelettes, lorsqu'elles sont inhalées par le vis-à-vis, qui n'était pas contaminé, peut être contaminé. Donc ça, c'est le mode de contamination directe. Et ça suppose une certaine proximité, à peu près 1 mètre entre la personne contaminée et la personne qui ne l'est pas encore. Le deuxième mode de contamination, c'est via les surfaces. C'est un virus qui peut rester, comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un qui est infecté au cours d'un effort de toux va libérer dans l'espace des particules, donc des gouttelettes de salive qui portent des virus. Ces gouttelettes peuvent se déposer sur les surfaces. Mais également, la personne qui est infectée, qui présente une infection respiratoire, je vais revenir tout à l'heure sur les signes, cette personne va contaminer ses mains
d'accord? Parce qu'elle va peut-être porter sa main sur son nez, sur sa bouche, etc. Et elle peut porter donc sur ses mains les virus, les particules virales, qu'elle peut déposer sur différents objets. Il peut s'agir de la poignée de la porte, il peut s'agir de la table, il peut s'agir de la rampe d'un escalier, il peut s'agir de dossier de siège. Et le virus qui est là peut rester pendant un certain temps. Et donc une autre personne, si elle est en contact avec ces surfaces, peut se contaminer en portant elle aussi ses mains qui portent les virus au niveau de son visage. Il peut s'agir de son nez, il peut s'agir de ses yeux, qui sont des portes d'entrée, parce que le virus va entrer à travers donc ces muqueuses. Ce sont des gestes qu'on fait au quotidien. Et c'est vrai qu'on n'y prête pas attention, mais à chaque fois qu'on se donne la main, on se transmet des virus, mais on se transmet aussi des bactéries. Parce qu'en réalité, nous avons des germes qui vivent des fois sur notre corps, c'est ce qu'on appelle les porteurs sains. Est-ce qu'il faut s'alarmer? Oui et non. Il faut surtout prendre des mesures de précaution. Les mesures de précaution en période d'épidémie, elles doivent être encore plus accentuées. C'est éviter de se serrer la main. Ou alors, quand on se donne la main, après qu'on ait le réflexe assez vite d'aller se laver les mains ou avec de l'eau et du savon ou d'utiliser une solution hydroalcoolique. Quand on est dans la vie courante, on est dans un transport, on monte dans un bus, on touche à des rampes, on touche à des fauteuils, etc. Des choses qui ont pu être contaminées. Le réflexe, c'est dès qu'on en descend, d'aller se nettoyer les mains avec de l'eau et du savon ou en utilisant des gels hydroalcooliques. Donc, on va dire que ce sont des procédés un peu simples qui ne sont pas toujours faciles parce que les mains, on les porte à notre visage une dizaine de fois par jour, sinon plus. Donc le risque est permanent et peut-être vu de ce point de vue-là, il faut être plus vigilant. Il faut être plus vigilant parce que à partir du moment où des cas ont été déclarés dans notre pays et du fait qu'il y a une période d'incubation, c'est-à-dire une période où la personne peut être porteuse, mais ne pas présenter de signes cliniques, alors qu'elle peut transmettre, effectivement. Ça veut dire que ça peut être partout, sans qu'on s'en rende compte. Donc vraiment, c'est respecter les mesures d'hygiène, en particulier le lavage des mains, à chaque fois que c'est possible. Ce que je pourrais rajouter aussi, et qui aujourd'hui est, on va dire, très à la mode, on le voit à la télé, dans les régions qui sont fortement, l'épidémie est vraiment déclarée, c'est le port des gants, des masques. Alors, il faut savoir que le masque, en réalité, il y a deux types de masques. Il y a les masques chirurgicaux, ce sont les masques un peu plats qu'on retrouve partout. Ces masques-là, normalement, ils doivent être utilisés lorsqu'une personne est malade, pour éviter qu'elle ne contamine son entourage. Ces masques-là ne permettent pas de protéger les personnes qui ne sont pas contaminées, si ce sont ces personnes-là qui les mettent. Mais ça permet d'éviter qu'une personne qui est contaminée ne dissémine les virus, les particules virales dans l'environnement. Ces masques doivent être changés tous les jours, c'est-à-dire à peu près toutes les 12 à 24 heures. Tous les jours, il faut changer ces masques-là. Les masques qui protègent vraiment contre l'infection, ce sont les masques qu'on appelle FFP2, qui ont une forme un peu différente et qui ont un filtre supplémentaire. Et ces masques-là, ce sont des masques qui vont être utilisés par le personnel de soins ou lorsque vous avez un malade à domicile que vous pouvez utiliser. Donc, les gens utilisent beaucoup les masques, mais ceux qu'on utilise en fait, ne sont pas vraiment adaptés pour nous protéger, nous, d'une personne qui est infectée. C'est la personne infectée qui devrait mettre le masque pour éviter de disséminer
les particules virales. Alors, avant de parler de vaccins et de thérapie, tout à l'heure vous avez dit est-ce qu'on a besoin de s'alarmer? On n'a pas beaucoup de recul par rapport à l'épidémie de coronavirus, mais en Chine, où ils ont eu plus de 80 000 cas aujourd'hui, des constats ont été faits. Les constats, c'est que c'est une infection qui atteint rarement les jeunes enfants. En tout cas, jusqu'à l'âge de 20 ans, on pense que le taux d'atteinte est inférieur à 2%. Donc, cette cible-là n'est pas souvent atteinte. C'est une maladie qui va se déclarer surtout chez les personnes âgées, mais surtout chez les personnes qui présentent des problèmes d'insuffisance respiratoire, ou en tout cas d'autres pathologies respiratoires ou cardiaques, qui font qu'elles sont plus sensibles à l'infection. Elles ont un terrain qui favorise l'insuffisance respiratoire qui va être liée au coronavirus. Il ne faut pas beaucoup s'alarmer par rapport à l'infection à coronavirus actuelle parce que les données en Chine, qui ont porté sur plus de 80 000 cas, ont montré qu'en réalité, les sujets jeunes de moins de 20 ans n'étaient pas souvent atteints. Les taux sont inférieurs à 3%. C'est surtout les personnes âgées, les personnes qui présentent des maladies respiratoires, en tout cas une pathologie sous-jacente respiratoire, qui sont les plus à même de faire ces infections graves, parce qu'on peut avoir des infections et que le pronostic ne soit pas grave, et donc on arrive à guérir. Mais les formes graves et les décès sont surtout rencontrés chez les personnes âgées et les personnes qui présentent des pathologies respiratoires sous-jacentes. Est-ce qu'il y a des médicaments aujourd'hui pour permettre de guérir cette infection? Au jour d'aujourd'hui, il y a des essais qui sont en train d'être faits, mais on n'a pas encore de certitudes bien définies. Il y a une étude chinoise avec des publications qui a parlé de la chloroquine, mais ces études doivent encore être validées pour être sûr effectivement que la chloroquine qui était utilisée jusque-là comme antipaludique, qui n'est plus utilisée dans le traitement du paludisme du fait de la résistance, que cette molécule pourrait avoir un effet. Donc il y a encore des évidences qu'il faudrait avoir avant véritablement de pouvoir conseiller l'utilisation de ces molécules. Des antiviraux existent, elles sont encore à l'essai. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de certitude pour dire qu'il y a tel médicament qui peut guérir. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en 2 mois et demi, presque 3 mois de cette épidémie, la communauté scientifique internationale a accumulé suffisamment de données pour nous permettre d'aller très vite vers la découverte d'un vaccin ou d'une thérapie.